Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous. La Cité de la Réussite, c'est un nombre de clins d'œil incalculable. Vous savez qui était donc la voix off qui précédait ce film, c'est Marie Drucker, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'un de nos panélistes aujourd'hui, Stéphane Brisé. Et puis, le nom Drucker fait référence aussi à quelqu'un qui a beaucoup pensé le travail, qui s'appelait Peter Drucker. Il n'a rien à voir ni avec ni Léa, ni Marie, ni Michel. C'était un Autrichien qui malheureusement, juif, a vécu les débuts de sa vie professionnelle confronté à la montée du nazisme. Il s'est engagé dans une vie particulière. Il a d'abord fui à Londres. C'était un journaliste de profession et sa première interview, c'était Adolf Hitler. Et il est sorti de cette interview en se disant « Je dois passer ma vie à lutter contre ça, mais avec les moyens qui seront les miens ». Il a immigré aux États-Unis, où il a toujours gardé cet accent assez étonnant germanique. Et Peter Drucker a fait un constat très simple. Il a dit
La seule alternative au mauvais management, c'est la tyrannie. Et il a passé sa vie à essayer de montrer qu'il ne s'agit pas seulement de faire attention aux leaders que nous avons, mais aussi à toutes les strates intermédiaires d'une société, qui sont celles qui font qu'une république de Weimar va survivre ou s'effondrer. Et donc, il a consacré sa vie à la qualité du management, mais aussi du travail. Et Peter Drucker a fait un constat étonnant au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il est le premier à avoir mis en lumière une chose. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le travail, la mesure du travail, c'était l'homme individuel. D'ailleurs, la plupart des jobs qu'on avait, c'était des jobs qui aujourd'hui ne sont plus majoritaires du tout dans le monde du travail. On était un ouvrier, un artisan, on était un agriculteur. Et puis, il a montré qu'il y a eu un phénomène auquel très peu de gens ont prêté attention, mais au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le nombre d'organisations a été multiplié par plus de 3 millions dans le monde. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde qui n'était pas un monde d'organisation à un monde d'organisation. Quand je dis organisation, ce n'est pas seulement entreprise, c'est aussi des grandes structures publiques. La sécurité sociale est née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en France, voyez. Et d'un seul coup, le travail, c'est devenu quoi? Notre réalité à beaucoup d'entre nous ici, c'est en fait de travailler dans ces organisations. Alors qu'on soit responsable de marketing, qu'on soit agent public, qu'on soit DRH, comme on en a cet après-midi, tous ces métiers n'existaient pas. Nous sommes devenus des hommes au sens générique organisationnel. Mais le même Peter Drucker, en 1983, a expliqué qu'il y aurait, à la fin du XXe siècle, une révolution technologique qui conduirait à changer cet état de fait. Et vous voyez, passer de l'homme économique à l'homme organisationnel, eh bien, nous irions vers une nouvelle catégorie de gens qui s'appelle les travailleurs du savoir. Des personnes qui, comme caractéristique, auraient essentiellement dans leur tête les moyens de production, mais évidemment ouvriraient une ère totalement différente de travail. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, travailler autrement, est-ce une utopie, est-ce un projet de société? Eh bien, on va essayer d'aborder cette question que Drucker soulevait sous un angle très particulier, c'est finalement tout a changé. Alors vous allez entendre beaucoup de lieux communs là-dessus, les jeunes générations, rien n'est plus comme avant, ma bonne dame, mais en fait, il y a quelques principes, et pour ça, il faut avoir plusieurs regards. Alors, les quelques principes de la cité sont d'abord d'avoir des gens très brillants qui vont venir en discuter avec vous, pas devant vous. Donc, ce que je souhaite dans ce mode d'animation, c'est que ce soit très interactif. Il se trouve aussi qu'on a des étudiants qui ont préparé des questions, ils y ont mis leur cœur. Il y a deux façons d'animer ces débats. Soit on se parle entre nous, ici, soit en fait on respecte ce travail qui a été fait, ce travail en l'occurrence, et donc très très vite, je vais vous demander, vous, d'interagir avec les panélistes, d'accord? Et on gardera un temps important pour qu'on puisse échanger avec vous, que vous fassiez part de vos questions, de vos interrogations. Je ne me trompe pas, souvent à la Cité, et c'est très bien comme ça, il y a des gens qui aimeraient autant être sur la scène que dans le public, donc c'est le moment de faire un petit moment de gloire, etc. Et c'est pas grave, on le fera comme ça. Donc, une séance interactive, avec des gens très différents. J'ai le plaisir avec moi, et je vais les accueillir, d'avoir des personnes qui me sont chères à plus d'un titre, mais qui toutes ont un regard sur la question de travailler autrement qui va être très personnel, lié à une expérience, lié à une observation aussi. Juste une règle qu'on se donne toujours dans la cité, on aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer, les gens qui disent, qui se contredisent, sans jamais se dénoncer. Donc, c'est un débat, c'est ouvert, et je vous remercie d'accueillir très chaleureusement Monsieur Stéphane Brisé. Avec moi. Andrea Bacciu qui va venir avec nous. Merci Andrea. Fred Mazella qui a permis à certains d'entre vous d'arriver ici sains et saufs. Et l'unique, la remarquable, la formidable Mathilde Lecause. Alors, juste une petite précision. Andrea parle très bien français, mais elle va s'exprimer en anglais. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, pas de problème. Il y a alors un QR code, mais je ne sais pas si vous l'avez tous. Je crois que ça avait été donné comme instruction.
Mais de toute façon, on fera en sorte qu'il y ait une compréhension. Si jamais vraiment vous dites non, là, j'ai pas compris, on refera. Et de la même manière, Andrea a la possibilité d'écouter tous nos débats qu'on gardera en français. Mutsumek, Andrea. Alors, je voudrais commencer peut-être avec Stéphane. Vous avez, j'espère, eu l'occasion de voir les films de Stéphane. Mademoiselle Chambon. Non, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, hein, ça c'est évident. Une trilogie, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce terme, mais une trilogie, en tous les cas, 3 films qui ont marqué sur l'univers du travail, qui sont des films dont vous avez en tête la figure de Vincent Lindon, qui interprète dans chacun des films un personnage très différent, bien sûr. Ce n'est pas une continuité, ce n'est pas une série. La loi du marché, qui a été primée à Cannes, comme vous le savez. En guerre, un film extrêmement touchant pour les gens qui connaissent l'environnement du travail. Et puis, le tout dernier, sorti récemment, je crois en février, de mémoire, Un autre monde. Alors, Stéphane, tu as observé le monde du travail, tu l'as décrit de manière très différente, sous des regards différents d'ailleurs, entre le précaire dans la loi du marché, le syndicaliste En guerre, et puis le cadre, on dira, hein, plus que le dirigeant dans Un autre monde. D'ailleurs, Un autre monde, ça nous envoie vers cette idée justement de travailler différemment. Alors, quel est ton regard, toi qui as passé beaucoup de temps à observer, à écouter, à construire aussi un raisonnement sur cette logique? Un autre monde et travailler merci pour la question. Merci pour votre présence. Je suis toujours un peu gêné avec d'être présent. En fait, je me sens pas forcément... Autant je me sens assez légitime pour demander quelques millions d'euros pour faire un film, je me sens toujours un peu... un problème de légitimité à venir parler de choses. Dans les rangs. Voilà, mais non, ça c'est pas à vous de le donner, mais voilà, c'est toujours un peu bizarre. Alors en fait, j'observe, en fait, c'est mon métier d'observer et de rendre compte. C'est comme ça que je fais. J'écoute les gens, je n'ai jamais été chômeur de longue durée à chercher un emploi, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation de contrainte comme les personnages se retrouvent dans mes films, enfin, en tout cas La loi du marché, En guerre, Un autre monde. Je n'ai jamais été cadre d'entreprise, et en même temps, je suis un peu cadre quand je fabrique le film, et j'ai affaire à des salariés. Je n'ai jamais été syndicaliste, j'ai jamais dirigé un combat syndical. Bon, mais là, voilà, je rencontre les gens, de toutes les personnes qui peuvent avoir vécu quelque chose, et puis j'écoute leur récit. Et puis, il y a un truc intéressant, c'est que après avoir entendu beaucoup de gens, beaucoup de témoignages de tous les bords, il y a une sorte d'objectivité du récit qui se dessine. Voilà, et c'est comme ça que j'essaye de construire mes films en étant très attentif aussi au langage et à rendre le langage à chacun, parce que c'est très, très important. Et non, mais j'allais juste poser la question à main levée, qui a vu un film au moins de Stéphane ici? Oui, c'est bien, je peux nourrir ma famille grâce à vous. Et si on se réunit pour se questionner autour de travailler autrement, déjà, si on s'autorise à se poser la question, c'est qu'on peut penser qu'il y a nécessité de se la poser, donc c'est qu'il y a certains dysfonctionnements. Moi, j'y vois immédiatement une question autour du sens, autour du sens de la mission dans le travail, et c'est vrai que c'est une question qui prend de la place, je crois, aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu et ce que j'ai essayé de rendre compte, notamment dans Un autre monde, qui met en scène un cadre, un directeur de site industriel, un haut cadre d'entreprise. Et je trouve intéressant de s'arrêter un moment pour penser les choses. Et effectivement, dans Un autre monde, il y a la question de savoir si est-ce que cet autre monde, c'est le monde vers lequel on lui demande d'aller, ou est-ce que c'était le monde qu'on lui demande de quitter. Voilà. Et je n'ai pas la réponse à ça, chacun il met ce qu'il veut dedans. Et la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'était mieux avant. Le travail, est-ce qu'il était mieux avant? Alors, le travail avant, il y a longtemps, le travail qui cognait, le travail qui faisait souffrir, le travail dans les usines, le travail à la mine, c'était des boulots qui cassaient les corps, qui réduisaient la durée de vie, qui impactaient très fortement les individus. Mais autour de ce travail difficile, les ouvriers avaient construit un récit assez héroïque, qui
à certains endroits, revendiquaient même cette souffrance. Et il y avait une communauté de peine, comme ça, entre eux, qui les rendait très forts et qui, peut-être, était finalement une très grande réussite du patronat, de pouvoir organiser et tenir les ouvriers dans le labeur avec ce discours qui était construit par ceux-là même qui souffraient du travail. C'est une forme d'ironie, mais c'était une réalité. Et puis, peu à peu, peut-être parce qu'il y avait ce discours-là créait beaucoup de fraternité, il a fallu déconstruire ce discours. Et force est de constater qu'on y est parvenu peu à peu. Alors le travail à l'usine, la violence du travail à l'usine et dans les mines, il a diminué, voire disparu à ces endroits-là. Pour autant, je vois dans le travail de tâcheronnage que font les livreurs aujourd'hui, toutes ces boulots de service, quelque chose qui a fort à voir avec cette brutalité-là. Mais il n'y a plus de récit, ou presque plus de récit, qui réunit ces gens. Et puis la violence au travail, la douleur au travail, a aussi atteint une autre catégorie de personnes, dont je rencontre dans un autre monde, sont les cadres. Et chez les cadres, il n'y a pas de récit commun. Parce que ce sont des gens qui se sont construits beaucoup dans la solitude, dans une idée de compétition, de force, de compétitivité, toutes ces notions-là qui rendent les gens finalement, alors l'idée qu'ils sont très forts, mais aussi dans une grande solitude. Et parce qu'il y a des souffrances, mais il n'y a pas de récit commun, et beaucoup de solitude, il y a chez eux aujourd'hui, chez beaucoup d'entre eux, justement, ce qu'ils appellent une perte de sens dans leur mission. Voilà. Mais comme on est des individus qui avons qui nous autorisons à penser que nous sommes intelligents, nous sommes des animaux mais dits intelligents, il faut aussi qu'on se pose la question certainement de savoir quelle est en quoi on a cru finalement dans cette idée de travail. On a une forme de responsabilité puisqu'on a cru ou on croit en quelque chose. On croit en quoi? C'est-à-dire que le travail est très largement organisé autour d'une idée de compétitivité, de profit sans fin, expansible, de puissance extensible. Et on demande au marché d'être ainsi, extensible à l'infini. Et finalement, on demande la même chose aux salariés, c'est d'être courageux à l'infini, c'est d'être compétitif à l'infini, c'est d'être élastique à l'infini, d'être agile à l'infini, mais c'est impossible par définition, parce que immanquablement, il y a toujours un point de rupture dans n'importe quel système. Et même cette table, si on lui met des poids dessus, à un moment, elle va rompre. Et un individu, c'est pareil. Alors, c'est intéressant de penser qu'on peut être dans le camp de ceux qui peuvent, du côté de la win, du côté de la gagne, du côté de ceux qui ont réussi, de ceux qui peuvent encaisser longtemps et beaucoup. Mais c'est un leurre, je crois. Et je crois, en tout cas de ce que j'ai observé, entendu, qu'il y avait, pour ceux qui avaient envie de tenir longtemps debout, à un endroit où ça les questionne très profondément sur le sens de la mission, sur l'éthique aussi. Il y avait nécessité à ce moment-là d'entrer dans un processus de ce que les psychanalystes appellent un processus de clivage, une forme de déni. C'est-à-dire, voilà ce que je ressens, j'ai mal, je vois bien ce que les autres ressentent, ils ont mal, mais je vais faire comme si ça n'existait pas. Ça veut dire mettre en berne, mettre de côté une part de notre humanité, de notre propre humanité vis-à-vis de l'autre. Alors, à moins d'une pathologie perverse assez avancée, ça ne marche pas. Et les pervers, je ne crois pas qu'ils existent en grand nombre. Il y en a certainement, mais ce n'est pas le plus grand nombre parmi nous. Et 3% statistiquement. 3% statistiquement. Alors, j'aimerais savoir comment l'enquête est faite, quand même. Par des pervers. C'est pour ça, donc. Par d'autres pervers. Mais... donc, chez 97% des gens, il y a une forme d'humanité à l'œuvre qui peut être sérieusement questionnée et sérieusement occultée. Mais là aussi, il y a quelque chose qui est impossible à tenir longtemps. C'est un leurre d'imaginer, je crois, qu'on puisse tenir longtemps avec ça. Et donc, on arrive à un moment, immanquablement,
à un point de rupture et on retombe à ce moment-là, même un peu plus tard, sur cette question profonde de sens. Alors la question, c'est de savoir si on n'a pas cru longtemps quelque chose. Quand on est enfant, ça s'appelle croire au Père Noël. Croire que ce système-là et ce qui nous est demandé à l'intérieur de ce système est viable à l'infini. Et nous qui ne sommes apparemment plus des enfants, est-ce qu'on ne peut pas justement utiliser ce temps pour s'autoriser à ne plus croire au Père Noël, parce que ça a été la première des trahisons à laquelle on a été confrontés, et elle nous a tous et toutes fait très mal. Merci Stéphane. Alors, tourne-toi vers ta voisine de droite, qui, elle, est DRH. Donc, en fait, finalement, ton métier, Mathilde, c'est le travail. Oui. Le travail des autres, le tien aussi, finalement. Toi, quel est ton regard là-dessus? Et en particulier, cette question du sens, on sait, dans un univers particulier, une société de gens très jeunes, un primo-employeur, en fait, c'est quelque chose qui, évidemment, résonne, parce que si on veut continuer de les attirer, par exemple, ces gens-là, il faut aussi avoir une résonance avec leurs aspirations. Alors, quel est ton regard sur Travailler autrement? Déjà, je voulais vous partager pourquoi je fais des ressources humaines, parce que je n'ai jamais envisagé être DRH un jour. Je ne me suis pas formée aux ressources humaines, je suis arrivée par hasard. Et je disais ce midi, par amour des gens. On me regarde souvent en me disant, mais elle est complètement utopique, la DRH, parce qu'on a souvent une image très négative des DRH qui sont le bras armé de la direction, qui œuvrent à faire plus de profit au détriment des collaborateurs. Alors que moi, je vois tout le contraire. C'est que depuis toute petite, je pense que j'ai envie, à ma façon, de changer le monde. Alors, j'ai rêvé d'avoir plusieurs métiers différents, jamais DRH. Et en fait, je me suis rendu compte que le travail, alors, quand on pense le travail au sens contribution pour le collectif, moi je pense que c'est nécessaire, on doit tous contribuer pour faire société ensemble, c'est ça que j'appelle le travail. Je pense que le travail est un élément constitutif pour être bien, tout simplement pour se sentir utile aux autres. Et que l'estime de soi, elle vient aussi par voilà, sa contribution qu'on a à produire ou à servir. Et c'est ça que j'appelle le travail. Et donc je me suis dit, si je peux faire en sorte que déjà on travaille mieux, et du coup si on travaille mieux, on est peut-être mieux dans sa vie. Le travail ne fait pas tout, mais je pense que c'est quand même un élément aujourd'hui qui développe ce sentiment justement d'utilité et cette estime de soi. Peut-être qu'à mon échelle, je pourrais faire plus de collaborateurs mieux, je n'utiliserai pas le terme de bonheur, plus heureux, et donc ça contribuera à une société meilleure. Donc déjà, je pense que la notion de travail est extrêmement importante, et oui, c'est un projet de société, je pense. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements, il rend malheureux aussi, le travail, et donc cette question-là, voilà, je voulais revenir là-dessus, parce que pour moi, c'est déjà important d'expliquer quel regard j'ai là-dessus. Ce que je constate effectivement, et tu le disais Laurent, c'est que je pense qu'à chaque révolution, il y a sa propre organisation du travail. Il y a eu la révolution industrielle, l'organisation du travail qui allait avec, et depuis la révolution numérique, en fait, on n'a pas réinventé fondamentalement la façon de penser l'organisation du travail, l'organisation dans les sociétés, le management, etc. Et je pense qu'on parle beaucoup des bienfaits de la crise. Moi, je constate, c'est que bien avant la crise, on entendait ces fameuses aspirations, ces attentes des nouvelles générations. Souvent, ça a agacé leurs aînés en disant « ces jeunes qui veulent que ce soit différent ». Moi, ce que j'ai toujours trouvé très intéressant dans ce que nous disaient les jeunes, c'est qu'en fait, ils sont juste la voix, je pense, de nouvelles attentes sociétales. Ils cristallisent en fait un point de vue que leurs aînés peut-être ne partageaient pas aussi librement parce qu'ils ont connu l'avant et aussi l'après, alors que ces jeunes qui sont nés avec la révolution numérique ont une façon très différente de voir les choses et avaient une façon très simple de questionner, mais pourquoi je vais au bureau, en fait, si c'est pour être tout seul dans un bureau, aujourd'hui avec Internet? Pourquoi on ne peut pas télétravailler avec tous les outils? À quoi sert le management? Puisqu'en fait, la connaissance, je l'ai. Donc, en fait, à quoi il sert? Si ce n'est me contrôler, j'ai l'impression. Donc, il y avait plein de choses qui étaient questionnées. Et donc, oui, il est urgent, je pense, de repenser
l'organisation du travail, pour faire en sorte que voilà, ce soit un élément qui contribue à se sentir plus utile, mieux et plus cohérent, surtout avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est extrêmement différent de celui que moi j'ai connu quand j'ai commencé il y a 18 ans chez Mazars. Et effectivement, donc derrière ces attentes qui étaient cristallisées par les jeunes, mais encore une fois, qui je pense sont des attentes sociétales, donc on parle là bien d'un projet de société, c'est une société qui a envie de voir évoluer le travail. Bien évidemment, je te rejoins, Stéphane, sur la question du sens. Le sens, je pense, il vient pas toujours, alors bien sûr, travailler pour une organisation qui a une mission sociétale, environnementale, qui a un impact et que c'est extrêmement important, mais c'est aussi la notion de sens. Chacun trouve du sens, en fait, à sa façon, derrière le travail, comme il en a envie. C'est assez personnel aussi. On a chacun des besoins et on va les exprimer différemment derrière le travail. Moi, mon sens, est-ce que DRH, c'est un métier qui a du sens ? Je pense que pour beaucoup, ça n'en a pas. Mais pourtant, la manière dont moi, je veux exercer ce travail, je veux qu'il ait du sens. Et donc, pour pouvoir aborder aussi cette question de sens, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur la manière dont on organisait le travail aujourd'hui. Est-ce que la bureaucratie, les process à tout va, justement, ne tuent pas le libre arbitre des collaborateurs? Et souvent, derrière la notion de sens, il y a est-ce que je sais pourquoi je me lève le matin? Est-ce que je comprends l'impact de ce que je fais? Est-ce que je comprends ce que je fais? Et c'est là où on va voir que justement beaucoup de choses sont à déconstruire dans la manière dont on organise le travail. Je pense que le travail est important. Je ne suis pas sûre que l'être humain serait heureux sans travail. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vivre indéfiniment dans l'oisiveté. Je pense qu'honnêtement, voilà, cette notion d'utilité, après, est-ce que derrière le travail, c'est uniquement la notion de salariat qu'on met, ou c'est justement sa contribution à la société? Je pense aux auto-entrepreneurs, je pense aux gens qui ont plusieurs jobs en même temps, voilà, tous ces courants aussi qui arrivent aujourd'hui et qui sont, pour moi, voilà, une nouvelle façon de penser la contribution. Je ne vends pas mon temps, ou on n'achète pas mon temps, plutôt, je dirais, mais je monétise ma contribution, mes compétences, mon savoir, pour me dire que j'ai contribué à quelque chose de plus grand que moi. Dans les années 80, au tout début des années 80, un autre penseur du management qui s'appelait Charles Handy avait formulé deux idées. La première, c'était de dire qu'une entreprise, c'était un shamrock. Shamrock, en anglais, en irlandais, c'est le trèfle à quatre feuilles. Et vous voyez, si vous représentez une entreprise comme ou une organisation comme un trèfle à quatre feuilles, dans une organisation, vous avez des gens qui sont des salariés, vous avez des personnes qui sont des sous-traitants, vous avez des personnes qui sont des consultants, des prestataires, que sais-je. Et parfois, d'ailleurs, ces gens-là connaissent mieux votre organisation que vous-même quand vous y travaillez comme salarié. La personne à l'accueil, souvent, elle n'est pas un salarié d'autre entreprise, mais elle connaît tout le monde. Et vous voyez, il décrivait ce modèle-là en disant les organisations vont vers ça. Mais l'année d'après, il a écrit l'autre bouquin en disant mais en face de ça, pourquoi les salariés ne se comporteraient pas comme ça? Pourquoi ils n'auraient pas plusieurs activités? Pourquoi eux-mêmes ne seraient pas à la fois, tout à la fois et en même temps, un salarié, un prestataire, un consultant? Et donc, en fait, il avait ouvert une porte qui est venue que beaucoup plus tardivement, mais aujourd'hui, et je pense que Mathilde y viendra ensuite, on est en train d'y entrer à plein. En 2004, deux grandes sociétés ont vu le jour. La deuxième, c'est LinkedIn. Vous voyez LinkedIn, hein? Je pense que quelques-uns d'entre vous sont branchés. De manière intéressante, d'ailleurs, LinkedIn, son fondateur s'appelle Reid Hoffman. C'est quelqu'un qui avait déjà fondé plus ou moins PayPal avec d'autres. Et Reid Hoffman est quelqu'un qui a toujours fait une distinction très intéressante entre un entrepreneur et un fondateur. Et Reid Hoffman vous dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut faire croître, augmenter une organisation. Un fondateur, c'est quelqu'un qui veut résoudre un problème intellectuel. La première société, en 2004, qui est née, c'est Blablacar, si je ne m'abuse. Oui. Ça va, rassure-moi, parce qu'il me dit, ben non, pas du tout, c'était 2006. Mais non, 2004. Et c'est intéressant parce que, justement, Blablacar était aussi la réponse à un défi intellectuel, finalement, c'est-à-dire qu'il y avait une résolution d'un sujet qui n'était pas juste de faire du profit, qui était vraiment de répondre à un besoin. Mais au-delà de ça, et c'est intéressant, la figure de Frédéric est justement pour moi la figure assez illustre de ce que j'appelle un fondateur.
Aujourd'hui, bien sûr, donc on le connaît par Blablacar, mais son investissement personnel dans plein de sociétés, au travers de conseils d'administration, de conseils plus pro bono, fait qu'il est un connaisseur remarquable de ces questions-là. Alors, il se trouve que, Fred, toi, tu as aussi ton regard sur, finalement, cette évolution du travail. Toi qui as été un entrepreneur une grande partie de ta vie, d'ailleurs aussi. Quelle est ton approche de cette question de travailler autrement? Ça a commencé à ce moment-là? On y est déjà? On n'y est pas encore? C'est déjà la notion de se demander ce qu'on va faire de ce qu'on a de plus précieux, qui est notre temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis qu'est-ce que je vais faire de mes journées, t'es plus dans la logique de rechercher un travail, mais plus de trouver un accord entre tes aspirations personnelles et ce qu'on peut appeler après une sorte d'activité professionnelle. Mais une activité plutôt que travail. D'ailleurs, travail, ça vient du mot tripalum en latin, donc je vous invite à regarder ce que c'est, mais c'est un instrument de torture. Donc en fait, et les Américains pour ça ont d'autres mots. Ils disent job, enfin, c'est pas relié à la torture. Je sais pas pourquoi nous le mot travail est relié à la torture, enfin, justement parce que quand on choisit bien son activité, on n'a pas l'impression justement de travailler au sens de faire quelque chose de dur. On a plutôt l'impression d'être sur un chemin pour aller plus loin et construire quelque chose. Et ça, c'est un sentiment extrêmement grand. Enfin, il y a cette citation qui dit choisis ce que tu veux faire et enfin, fais ce qui te plaît et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour dans ta vie. Donc voilà, c'est vrai que ça commence par là, pour moi, de se poser et de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, où je veux aller, et pas forcément d'ailleurs d'aller simplement répondre à des offres d'emploi. Parce que je me suis rendu compte aussi après en tant qu'employeur que quand on crée des offres d'emploi, en fait, quelque part, on cherche des personnes qui vont répondre à quelque chose qui est déjà écrit, alors que chaque personne doit quand même chercher ce qu'elle veut d'abord. Et donc là, c'est là où on revient effectivement vers la notion de fondation, d'entrepreneur ou de ces choses-là où on se dit en fait c'est à moi de construire le futur. Je me souviens d'ailleurs d'une super leçon d'humilité que j'avais prise en rentrant à Normal Sup. Quand la directrice nous avait pris tous dans l'amphi, salle du SAN, à rue d'Ulm, et on venait de passer les concours, qui étaient quand même, tu vois, c'est quand même des sacrés concours. Enfin, dans le sup, tu vois, tu fais des épreuves de 6 heures et tout. Enfin, ça a été quand même compliqué pour y rentrer. Et tu arrives, et là, la directrice, elle te dit bonjour à tous, bravo, vous êtes rentrés à Normal Sup, vous savez remplir un questionnaire. Là, tu dis ouais, quand même, ton questionnaire, il était un petit peu chaud, quoi. Et elle dit non, parce que imaginez bien que toutes les questions auxquelles vous n'avez fait que répondre, eh bien d'autres gens se les sont posées. Et donc, à partir de maintenant, on va apprendre à construire ensemble et à rechercher ensemble la suite, à aller imaginer les problématiques auxquelles, bon, après, de toute manière, une fois qu'on a posé la question, déjà, on a fait la moitié du chemin. Et donc, ça remet tout en perspective. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, non, en fait, si je passe mon temps à répondre aux choses que j'ai en face de moi, je ne suis pas forcément en train de trouver moi-même ma voie. Il vaut peut-être mieux que je me pose moi les questions de ce que j'ai envie de faire. À ce moment-là, on se met dans une situation où effectivement on va être capable de modifier le monde qu'on a en face. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, et on y reviendra ensuite. Fred est l'illustration très en avance sur ton temps, de ce point de vue-là, d'un phénomène, vous savez, qui est beaucoup discuté en ce moment. Je ne sais pas si vous avez lu dans Le Monde, un peu partout, on discute le fait qu'on est en ce moment en période de remise des diplômes, hein, de cérémonie de diplomation, graduation ceremony. Et vous avez eu Sciences Po, HEC et d'autres, et vous savez que maintenant la mode devient de gens qui essayent de faire un petit speech pour expliquer que finalement ils ont fait ces grandes études pour en faire autre chose. Comme en 68, il y avait des gens qui faisaient centrale et puis devenaient conducteurs de train à la SNCF. À un moment, ils sont revenus dans une forme de droit, mais ça, on en parlera une autre fois. Ce qui est intéressant, c'est que Fred, si vous regardez son profil, Normal Sup, il est vraiment autodidacte, parce qu'après, il a fait Polytechnique aussi. Non. Non, tu n'as pas Félix ? Non, je suis au conseil d'administration de Polytechnique. Ah, non, déjà. Alors, oui, ok, il les dirige. Non. Mais... Ah non, surtout pas. Surtout pas. Arrêtez la caméra, vas-y, dis ce que tu veux dire. Je sais pas, non, le conseil d'administration Polytechnique, c'est pro bono, enfin, c'est pas payé.
J'entends bien. Ah bon, d'accord. Non, par contre, j'ai fait Stanford en informatique. Ouais, C'était Stanford. Voilà. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, vous voyez, cette trajectoire personnelle, c'est une trajectoire de quelqu'un qui aurait pu aussi entrer dans un système, qui n'est pas entré dans un système. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus aussi ce débat qui fait partie de notre débat aujourd'hui, qui est doit-on en fait avoir cette connexion, ce continuum, cette convention, en fait, comme elle était exprimée par Stéphane, d'entrer dans ce système. Et donc, Frédéric, lui, à une époque où c'était pas fashion, l'a fait, mais aujourd'hui, vous savez que c'est une des réflexions importantes de savoir, à l'issue d'un bon diplôme, ce qu'on va faire. Donc ça, c'est un point qu'on débattra aussi avec nos étudiants ici présents. Andrea. Laura. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Exactly. Is it working, by the way? Yes, it yeah, does. Right. Ok, super. Alors, je vais poser ma question en français. Awesome. D'accord? Super. Quel est ton propre regard? Et dis-nous aussi, d'ailleurs, ce que fait ton entreprise, qui est intéressant, parce qu'on voit que c'est très lié à la question du travail aussi. Alors, que fait... First of all, thank you for having me here. No. I'm feeling really humbled and honored to reach this stage with this great panel. And thank you for choosing to spend the beautiful Sunday evening with us in the It's room. well organized. Eh? That's la cité de la réussite, you know. So very interesting question. This working being different. The elements we should use here to put it in the context is different than what. Because when we use something being different, we have to have the element of reference, right? So if we would have had this dialogue 2.5 years ago, before the whole pandemic, how would we have answered to this question, right? That's one element. The other element is who is in the room to have this dialogue with. If we would have in here just 19-year-old children looking to build their career, what would the discussion be about, right? And then the third element is work from where. So with these three elements of working differently, I honestly believe that in the last 2.5 years, because of the pandemic, the paradigm shifted significantly. And it's shifted for individuals who now are prioritizing different the way they spend their time. And they are absolutely taking no bullshit from employers saying you have to work from 9 to 5. And unless companies find a way to be flexible in around time spent at work, they will not have the talent to build whatever they want to build in the future. So that's one element. The other element is we should learn from the newer generations, the 19-year-old, because unless they have meaning in the work that they do, and they see a direct correlation between what they think, what they do, what comes out of their work, with the company's results, mission, strategy, they won't be engaged in the long run. So there is some lessons in there for us to see how do we craft jobs that are meaningful and allow individuals to come in with their own self, show up at work with their own contribution, and allow them to contribute in the way they feel there is meaning in what they do. And then the third element that I offer here for discussion is around work from anywhere. So how can we put some pressure on our governments to think through some legislation around taxes so that we are not attached to a location where we have to pay taxes? How do we put some pressure on internet providers so that the country I'm coming from, which I'm very proud of, that is Romania, is the highest internet broadband in Europe? Well, how about we offer this everywhere in the world so that where we do our work, it doesn't have to be bothered by a weak internet connection and everything that has to do with that. And then by the same element, I'm really, really fortunate to work for a company who is here to change the world. And we do that by giving people time back. And the way we do that is by using software robots who are doing the work, which is super boring, very tedious, same old thing over and over again, so that people can use that time to do their best work, which cannot be done by robots. So there's a lot of change we have to do as employers to around for this adaptation to the current work. And the ones that will do that will be here in the long run. The ones that will not do that,
we might hear some news about them. L'un des points majeurs qu'évoque aussi Andrea, c'est que finalement, dans le travail, il y a cette aliénation, et elle vient de l'exprimer. L'espoir dans la technologie, c'est de supprimer l'aliénation, mais c'est ce que Stéphane dit, finalement, la question du sens met ça en cause aussi. Juste une remarque par rapport aux jeunes générations que tu évoques. On a tendance à mettre tout ça dans un même paquet. Ici, qui a des enfants qui sont nés après 95 ? Good luck, moi. Oui. Et qui a des enfants qui sont nés entre 80 et 95 ? Ouais. Alors en fait, nous, là, les petits qui levons la main pour 80-95, ils sont ce qu'on appelle des générations Y. Ça n'a rien à voir avec Y au sens pourquoi, hein, c'est Y, c'est une question d'ordre. Les autres, c'est génération Z, hein, on les a appelés. Quand on fait une enquête, on demande pourquoi vous rejoignez une entreprise. Les Y disent pour la changer, les Z disent pour la consommer. Les 15 prochaines années de notre vie, c'est des Y qui dirigent des Z dans les entreprises. Hein. Ça, il faut le comprendre. Et ce n'est pas neutre. C'est pas neutre, en particulier pour les parents. Alors, ce que je souhaite faire maintenant, c'est, en respectant le travail des étudiants, donc que vous posiez vos questions, nos amis étudiants. Moi, j'en ai bien sûr 2-3 à poser aux uns et aux autres, mais qui vont venir, et je préfère que vous les posiez vous. Alors, vous êtes 4, c'est juste ? Magnifique. La règle du jeu, c'est que c'est votre moment. Donc, vous avez des micros, mais vous avez un nom, un prénom au moins. Alors, il va falloir vous battre, parce que hier, j'avais Prune, Opportune, Lorenza, donc il faut des prénoms quand même qui claquent. Hein, donc, si ce n'est pas les vôtres, vous en inventez, c'est pas grave. Vous dites qui vous êtes, votre prénom, dans quelle école vous travaillez, et puis, voilà, à qui vous adressez votre question. Ça peut être à l'ensemble du panel ou les dédier spécifiquement à l'un de nos intervenants. Alors, c'est Angélique qui commence. Oui. Bonjour, donc je m'appelle Angélique. J'avais bon. Je suis étudiante à Paris 1 et Paris 3 en littérature et philosophie. Et je voulais commencer par une question plutôt générale, donc pour vous tous, à savoir en quoi travailler autrement aujourd'hui se révèle une nécessité. Et donc, comme le soulignait M. Frédéric Mazella, le fait de se poser la question déjà est très significatif. Donc, en quoi est-ce que c'est une nécessité ? Est-ce que ça relève vraiment d'un effort collectif, d'un projet de société ? Et même, est-ce que ça relève vraiment d'un effort, est-ce que ça dépend vraiment de nous ? D'accord. Alors, qui se lance ? Moi, je veux bien commencer à répondre juste une chose, c'est que je ne suis pas bien sûr que ce soit un effort choisi. Je me demande si ce n'est pas plutôt un effort subi. Pourquoi ? Parce que, comme souvent, c'est les technologies à notre disposition qui font évoluer les comportements et pas l'inverse. De toute façon, si on veut faire évoluer nos comportements et qu'on n'a pas la technologie, on est fichu, quoi. Enfin, on dit, j'aimerais bien faire, oui, mais on peut pas. Donc, on fait pas. Là, aujourd'hui, on a le... Pardon, je t'interromps là-dessus parce qu'il y a un élément. C'est la technologie qui dicte le comportement ou c'est l'inverse ? Ben justement, c'est un grand débat. Moi, je pense que de toute manière, si on n'a pas les moyens de faire ce qu'on aurait envie de faire et de changer de comportement, on ne peut pas le faire. Donc, et que tout ce qui a été déjà fait l'a été permis aussi parce qu'on a justement inventé comme sous-jacent. Alors après, tout dépend des comportements dont on parle, mais là on parle de l'évolution du travail, et alors il y a une grosse évolution du travail là, ces dernières années qui est simplement de pouvoir télétravailler. Mais avant, c'était pas possible. Avant, on pouvait juste pas collaborer en étant à distance avec de la vidéo, du partage de documents, tout sur les téléphones, juste on pouvait pas. Enfin, moi je veux bien qu'en 1950 on se dise on va télétravailler, mais je sais pas ce que ça donne. Enfin, ça va être vite vu. C'est pas possible. Donc l'évolution du travail, elle est aussi portée par les technologies qui sont sous-jacentes. Alors après, il y a des phénomènes d'accélération qui arrivent, par exemple quand on a une pandémie, où on se rend compte que de toute manière, comme on n'a plus le droit d'être ensemble tout court pour travailler, il va bien falloir qu'on trouve une solution pour interagir. Donc là, il y a une grosse accélération. Et donc on trouve des moyens, avec les technologies qui existent, pour travailler à distance, en restant quand même ensemble. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que sans la technologie, on ne parlerait même pas de télétravail, de remote only, d'hybridation distancielle présentielle. Enfin, je veux dire, avant, c'était présentiel et puis présentiel. Il y a un élément important, et je sais que tu es engagé dans ces débats-là. Le système français est un peu particulier. Il y avait un débat ce matin qui évoquait cette question. On est un pays où le droit social est un droit établi par le législateur et non pas par la discussion entre les partenaires sociaux. On a un gros code du travail. Dans cette logique, là, ce que tu décris, c'est un monde de rapide adaptation, où en tous les cas, il faut être agile.
Ça, pour toi, comment tu vois ça en France en particulier? Cette capacité à pouvoir avoir un droit qui suive ça ou qui le permette ou qui l'encadre en fonction des cas. Mais c'est un obstacle? Comment ça se passe? Non, c'est très vaste comme question. Forcément que de toute manière, toute la manière avec laquelle on structure le travail s'adapte quand même à nous. Enfin, on travaille aujourd'hui d'une certaine manière, avec certaines conditions qui ont été construites au fur et à mesure. Mais là, on touche tout le domaine du droit, c'est encore autre chose. Mais toi, chez Blablacar, par exemple, tu expérimentes, c'est-à-dire tu laisses la porte ouverte à des choses que les salariés veulent inventer, que tes syndicats veulent... Typiquement, alors oui, si on parle en plus de ce domaine-là, où c'est des domaines technologiques, les ressources, c'est-à-dire les gens qui savent faire ce qu'il faut faire dans une société technologique aujourd'hui, on est en pleine pénurie. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de beaucoup plus de gens qui savent faire ces technologies-là. C'est pour ça qu'il y a une augmentation aussi, évidemment, des salaires des personnes qui savent faire ce dont les sociétés technologiques ont besoin. C'est pour ça qu'aussi on a un déficit du nombre de personnes formées dans les domaines scientifiques, et donc ça crée une forme de rareté. Et donc aussi, ça crée une forme d'interaction différente. Vous avez de plus en plus de collaborateurs, et y compris sur les domaines techniques, qui vous disent oui, moi je veux bien le travail, mais en fait, par contre, j'habite à je sais pas où, à Montpellier, et puis oui, je prends une société à Paris, et donc oui, puis alors par contre ça m'embête un petit peu de venir à Paris, donc enfin, on va faire du remote only et on va travailler à distance, et donc quelque part, c'est pour ça que je parle aussi de subi, l'évolution elle est subie, parce que le marché et les technologies permettent aujourd'hui, notamment à des gens comme ça, de dire moi je veux bien travailler pour vous, par contre je veux pas venir au bureau. Et donc ça se passe. Et si toi, en tant qu'employeur, tu ne vas pas dans cette direction-là, juste tu recrutes pas ces personnes-là qui, par ailleurs, sont parfaitement qualifiées pour faire le travail. Donc toi, la logique Elon Musk qui dit « je veux que tout le monde revienne et sinon je fais ma crise », c'est pas ton approche. Tu peux pas. Tu vas être tout seul. Oui. Enfin, Elon Musk n'a pas de problème à être tout seul, je pense, à certains moments, mais oui. D'accord. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut contribuer à cette réponse? Stéphane, vas-y. Oui, je pense que si les outils de télétravail ont si vite bien fonctionné pendant la pandémie, c'est qu'ils étaient déjà prêts depuis longtemps. Et les témoignages que je discutais avec beaucoup de cadres pour fabriquer le film, et puis après, il y a des liens qui se sont créés, donc j'ai pu prolonger toutes ces conversations bien au-delà de la fabrication du film. Et il me disait que donc les outils étaient là depuis longtemps, mais que beaucoup de cadres d'entreprise, de dirigeants d'entreprise, avaient du mal à les laisser utiliser parce qu'il y avait quelque chose de compliqué. Ils avaient le sentiment d'être en déficit d'autorité si les salariés étaient, leurs N-1, N-2, N-3 étaient loin d'eux. Donc c'est quelque chose qui était exprimé, donc c'est intéressant à entendre. Et puis il y a eu un cas de force majeure, on a été obligé de travailler à distance. Enfin, j'ai pas été obligé moi de travailler à distance, mais beaucoup de gens ont été obligés de travailler à distance. Oui, tu as été obligé de reporter... Moi j'ai été obligé, j'ai mis mon film sur une étagère et j'ai attendu que les salles réouvrent avec de moins en moins de gens dans les salles. Donc voilà mon problème. Et Après, c'est vrai que ça existait déjà avant, mais ça marche quand même mieux maintenant. Mais oui, après... C'est-à-dire qu'en 2 ans, il y a 2 ans, quand on faisait des calls vidéo, il y avait quand même beaucoup d'interruptions, c'était compliqué, il y avait plein de trucs de délais, de trucs ça marchait pas. Aujourd'hui, ça marche. Oui, donc il y a eu quand même... donc on a un confort de travail à distance aujourd'hui qui est meilleur que ce qu'on avait il y a 2-3 ans avant la pandémie. Oui, certainement, parce que l'outil a dû se développer à ce moment-là, évidemment. Mais vous disiez tout à l'heure, Frédéric, qu'effectivement, le comportement ne peut exister que si la technologie est là, c'est ce qui a été le cas. Mais ensuite, il faut automatiquement, que ce soit en distanciel ou en présentiel, réinterroger le comportement, puisque de quelque chose qui peut être vertueux, c'est-à-dire de ne pas forcément se déplacer sur le lieu de travail, on peut aller trop loin aussi là-dedans, et qu'il n'y ait plus de lien entre les salariés, qu'il n'y ait plus d'espace entre le privé et le professionnel. Enfin, tout ça se pense aussi, se repense complètement de la part des dirigeants d'entreprise. Ça me semble essentiel. Donc il y a toujours une technologie qui permet quelque chose, mais quand on se permet quelque chose, il faut le réinterroger. Mais comme il faut le réinterroger, imaginez au quotidien, dans un
dans un fonctionnement classique d'entreprise. Après, l'adaptation est extrêmement rapide. En fait, si on regarde, c'est même pas à l'échelle d'une génération, ce dont on a parlé. C'est en 2, 3, 4 ans. Voilà, on est en train de chercher une sorte de balancier, de rééquilibre par rapport à ce que nous permettent justement les technologies. Effectivement, on va beaucoup dans un sens, beaucoup dans l'autre, et puis on va finir par trouver la vérité au milieu, comme souvent. Alors j'ai Mathilde et Andrea. Yeah, just to build on what Frederic was saying, I think we have a responsibility to proactively educate people to use technology because it's a given, it's a necessity, it's real, it's not utopia, it's happening. And I think more engaged we are with universities to make sure that using technology is part of the curricula and ensure that before you graduate and you are ready for the workforce, you have some qualifications that equips you to be digitally savvy in the workplace. Better equipped they will be when they get there. That's one thing. And also, I think we can elevate the discussion and see the beauty of technology in some demographics where they are challenged by. Let's talk, for example, about people that are neurologically challenged and they have autism, and for them to find a job is almost impossible. So the question is, how do we enable them? Because our student here asked about being a social project. How can we enable them and use their strengths to make sure that they are equipped to face the tough workforce environment? We know about autism, they have 3 talents which are bigger and better than any of us here. Attention to detail is one, the ability to focus on the same task for a longer period of time, and 3, pattern recognition. So knowing that for this workforce, these are the 3 talents that they have, the question is how with technology can we enable them to find jobs and in there to be satisfied of their contribution to the society? So we do have projects like that with UiPath. We have a company that have invested heavily in there. So I think the technology can be elevated to impact areas in the ecosystem, which without it cannot be accelerated. That's pretty clear. Thank you. Mathilde. Ce que je vais partager, alors moi j'entends tout à fait le sujet des technologies. Moi je me rends compte que plus les technologies évoluent, plus on se rappelle aussi ce qui fait le propre de l'humanité, des êtres humains. Et on parle des besoins émotionnels. L'éducation est extrêmement différente des enfants. C'est cette capacité qu'on a aujourd'hui à s'écouter, à écouter nos propres besoins. Et je trouve que c'est ça aujourd'hui. Pour moi, avant même de la manière dont on va organiser le travail avec les outils, c'est ces notions de besoins émotionnels qui arrivent dans l'entreprise. On n'en parlait pas avant. J'ai besoin de me sentir apprécié des autres, utile. Le sujet de la reconnaissance, moi je pense qu'aujourd'hui, on est tous en quête de reconnaissance. Je sais qu'aujourd'hui, les sujets de métavers, de Web 3.0 font beaucoup peur, mais si des gens y vont, c'est aussi parce qu'ils peuvent se réinventer une vie dans laquelle ils se sentent peut-être plus heureux, en opposition à une vie dans laquelle ils sont peut-être, ils se sentent moins reconnus. Et donc, tous ces besoins émotionnels aujourd'hui, je pense que c'est les collaborateurs, les gens d'entreprise ont envie qu'ils soient entendus. Et ça, c'est très nouveau dans la façon de manager, dans la façon de gouverner, dans la façon de communiquer. Et là, ça rejoint un sujet par rapport à votre question, Angélique, de l'individuel versus du collectif. C'est là la dualité, elle se joue. Parce que, en fait, pour pouvoir repenser la façon de travailler, si on en fait un sujet de société, c'est donc forcément collectif, mais c'est comme la liberté. Où est-ce qu'elle commence, où est-ce que ma liberté s'arrête à partir du moment où celle de l'autre commence. Et les besoins émotionnels, c'est un peu pareil. J'ai mes besoins émotionnels. Mais du coup, est-ce que mes besoins émotionnels, si je les exprime, si on y répond, est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences et est-ce que je vais pouvoir aussi répondre à ceux des autres? C'est extrêmement singulier. Moi, ce que je constate aujourd'hui la transformation du travail, pour moi, elle est déjà là. Elle était déjà là avant la crise. Il ne suffit pas d'un go, allez, ça y est, on y va, maintenant on va tout transformer. En fait, c'est déjà petit à petit. Il y a des entreprises qui ont compris, des organisations qui ont compris, qui y vont, et il y a ceux qui n'y vont pas, et effectivement, ils vont mourir. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ce qui est complexe dans l'organisation, c'est en fait, c'est plutôt les comportements. Est-ce que ça va questionner au plus profond des individus? Je prends l'exemple du télétravail. Donc on pense bien sûr les outils, et effectivement, grâce aux outils, on peut télétravailler. Mais qu'est-ce qui fait que le télétravail est efficient ou pas?
On va revenir sur des sujets de confiance individuelle. Pour avoir confiance dans les autres, je dois d'abord avoir confiance en moi. Et donc, est-ce que moi, mes besoins émotionnels sont-ils remplis par l'organisation? Je peux avoir mis tous les outils en place, tous les process, ou avoir libéré les process. Si on ne répond pas d'abord à la question des besoins émotionnels des individus, on va voir que là, on a un problème dans cette façon de travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on questionne le rapport au travail, notamment par rapport aux besoins émotionnels. Voilà. C'était une autre lumière que les technos. Qui est une remarque qui va bien au-delà de la réponse à la question d'Angélique, parce que vous le savez, dans des sociétés qui ont tendance à devenir plus violentes, les principes de la non-violence reposent sur cette idée que vient d'exprimer Mathilde. OBSD, observation, le besoin, le sentiment et la demande, clair. Et c'est évidemment quelque chose par quoi on doit démarrer, en particulier quand on va effectivement aborder la question de la satisfaction des besoins humains dans l'organisation. Et je vous rappelle qu'elle bosse dans un cabinet comptable, donc vous imaginez, on n'est pas des petits hommes gris, c'est pas l'idée. Angélique. Ça va, Angélique? Super. Est-ce que ça répond à votre question? Génial. Vous donnez la parole à qui après? Merci Angélique et merci du coup de votre réponse. Donc moi je m'appelle Théo Bierman, donc je viens de loin puisque je suis à l'instar de Chiara étudiant à Sciences Po Toulouse. Et à Sciences Po Toulouse? Ouais. Ouais, sur la fin on l'entend un peu. C'est Théo, c'est ça, Théo? Et oui, il y a des Sciences Po jusqu'à Toulouse. Et moi je me demandais au regard de tous ces débats, comment repenser le modèle du travail au-delà de l'impératif de productivité, puisque finalement ce que l'on appelle le travail, c'est construit depuis le 19e siècle sur cet impératif qu'il fallait être productif, qu'il fallait apporter quelque chose, un profit financier, ou alors une productivité individuelle, qu'il fallait avoir du bien-être. Mais finalement, on voit qu'aujourd'hui, vous voyez, j'imagine Monsieur Brisé, au regard des gens que vous rencontrez dans vos documentaires, ce modèle de productivité, il est vecteur. Ce sont même des films. Ce ne sont pas des documentaires, ce sont des fictions, et les deux sont des films. Voilà, je précise. Mais il rencontre plein de gens, ça c'est totalement vrai. Finalement, une question un peu générale, comment repenser le travail au-delà de la seule productivité pour retrouver une fonction de bonheur social? C'est une excellente question à plus d'un titre, d'ailleurs, Théo, parce qu'effectivement, la question, je citais Drucker tout à l'heure, sa question c'était la productivité des travailleurs du savoir. Autant on peut contrôler le travail manuel ou d'un employé de bureau, autant c'est compliqué quand les gens vivent avec leur tête. Fred, je t'ai vu sauter sur le micro, c'était juste un réflexe ou tu... Oui, non. C'est un réflexe. Oui, non, parce qu'en fait, on parle de productivité, mais en fait, on oublie que derrière la productivité, il y a l'utilité. C'est-à-dire que quand on fait rien, alors, parfois, on est utile en ne faisant rien, mais ce n'est pas forcément bon signe. Donc, la productivité, c'est juste l'utilité qu'on peut avoir face à son prochain et dans la société. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour les autres. En fait, in fine, les sociétés ne font que organiser l'utilité que le service ou le produit qu'elles font aura vis-à-vis de ceux qui vont l'acquérir. Donc en fait, il y a une notion d'utilité derrière la productivité, donc il ne faut pas confondre les deux. Le problème, c'est que arrivé à un certain moment, la société, et ça rejoint presque après un modèle plutôt de croissance et de capitalisme, c'est autre chose, mais quand une société ou un organisme quelconque produit un service ou un produit, il est avant tout utile puisque les clients, on va dire, enfin en tout cas les gens qui s'en servent, le trouvent utile. Et après, la société peut passer dans un mode où elle va essayer d'optimiser cette utilité-là, et là, elle rentre dans un mode où elle veut faire de la croissance et du profit. Et ça, c'est autre chose. Mais au tout départ, on ne peut pas considérer qu'on travaille en n'étant pas productif. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas travailler, ça s'appelle ne rien faire. Alors après, on peut dire que c'est le statut du bonheur. Alors après, je ne sais pas bien, quand on se projette dans toutes les représentations célestes du bonheur, où on se retrouve avec des gens qui ne font rien de leur journée, je ne sais pas comment on arrive à se projeter là-dedans. Je ne sais pas si c'est bien le bonheur de ne rien faire. Alors, l'avantage de la cité, c'est qu'il y a des échos d'un amphithéâtre à l'autre. Ce matin, à cette même question, Denis Oliven disait il y a une version pré-socratique du bonheur qui consiste à se satisfaire de ce qu'on a et apprendre à vivre avec ce qu'on a. Et puis une vision qui est plus la vision des sociétés modernes, celle que tu exprimes, qui est de dire que sans projet,
C'est-à-dire, sans volonté d'atteindre quelque chose qu'on n'a pas, on ne peut pas être heureux. Donc ça, voilà, il y a un débat. Oui, on peut se satisfaire de ce qu'on a, il n'empêche qu'il y a un truc contre lequel on ne peut pas lutter, c'est qu'on a besoin de manger tous les jours. Donc moi je veux bien, on peut ne pas manger, ne pas boire, ne rien faire. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut tous être là sans avoir besoin les uns des autres. Mais à un moment, comme on a tous besoin de manger, il y en a qui vont aller chasser, et il y en a d'autres qui vont aller cultiver des choses, et qui vont commencer à se rendre utiles pour les autres, puisque de toute manière, ils ont besoin de consommer quelque chose. Sinon, on meurt. Donc à partir de ce moment-là, il y a des gens qui rentrent dans une logique d'utilité par rapport à leurs prochains, par rapport à leurs voisins, et donc utilité, puis ensuite productivité, puis voilà. Donc je pense pas qu'on, ou alors on va juste se retrouver tous comme des plantes vertes et on va juste rien faire. Je sais pas si on atteindra le bonheur, peut-être, mais en tout cas on a besoin les uns des autres et tout est lié. La productivité, c'est le simple fait qu'on ait une société avec chacun besoin de son prochain. Alors moi, je peux faire un jour sur deux, mais Andrea, you wanted to say something on this. If I understood the question right, and you correct me if I didn't. So the question was, how do we go beyond productivity? And when I read between the lines, it was something wrong with asking employers to be productive. What's wrong with it? So how about there is a deal between the employer and the employees by which we say, this is how we define productivity. So I don't care how many hours you are going to work within a day, but here is what I'm going to wait for you to deliver to me. And then the employee will tell the employer, so that it's a deal, you don't care where I work from and how many hours I work, as long as I give you what you need. And we call productivity this deal, which is about a partnership between two parties, and we take the time equation out of it. And if we take the how long will it take out of it, then productivity becomes a transactional element on which two parties, shake hands on. Because it takes two to tango always. So if this partnership happens around defining productivity, not within an element of time, but in an element of output, then regardless how much time you spend at work, you can deliver your promise as an employee. And smarter tools out there, like automation, can help you outsource a lot of hours in the time, and you can use that time to give it back to society, to pay it forward, to join a voluntary work, to, have a couple of days within a month to read children coming from unprivileged areas. So all of a sudden, within the same time frame, you satisfy your employer, you satisfy your need of doing something else but work, and you also contribute to the society. So I think it's a matter of how we define productivity, Oui. Donc Stéphane et Mathilde. Théo, d'accord? Répondez Mathilde. Oui. Je ne sais pas si, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on n'entend pas forcément tous la même chose quand vous dites productivité. C'est ça, c'est qu'en fait, moi je l'entends d'une certaine manière, Frédéric y répond d'une certaine manière. Sa réponse est effectivement sur le fait de faire est juste, mais je n'ai pas le sentiment que c'est de faire ou de ne pas faire. Et effectivement, on peut entendre dans productivité le sens de profitabilité. Et en même temps, on pourra répondre aussi, évidemment, que quand on monte une entreprise, il faut que une entreprise soit profitable. Après, c'est comment elle peut être profitable et les conditions, le cadre social dans lequel on rend cette entreprise profitable. Voilà, c'est comme ça que moi j'entends. Alors, des formations professionnelles et idéologiques, certainement, mais c'est comme ça que je l'entends. Et profitabilité étant, pour moi, la version propre... ce qui est le vrai mot qui est souvent utilisé sous forme de compétitivité, qui est un truc plus style, quoi. Je veux dire, je suis compétitif, donc je suis du côté de la gagne. Non, en fait, quand les entreprises disent on a un problème de compétitivité dans notre secteur d'activité, une espèce de sésame qui permet tous les plans sociaux, il faut entendre, on a un problème de profitabilité, généralement, ou régulièrement, pour ne pas faire un cas général, dans le geste du plan social. Voilà, donc, moi, la question que je me pose, effectivement, c'est
est-ce que jusqu'où peut-on aller dans la profitabilité, dans le cadre social qu'on autorise pour une certaine profitabilité? C'est ce que moi j'entends dans votre question. Mais chaque sens est juste aussi. Mathilde? Moi, derrière le productivité, je trouve pas ça que c'est un gros mot. Mais après, je pense que tout est dans la question des équilibres. Moi, je trouve que c'est justement parce qu'on arrive à démontrer de la productivité des individus qu'on pourra passer au-delà du cadre de travail, apporter plus de flexibilité. Je sais qu'il y a des questions, je dévoile un peu, sur la semaine de 4 jours ou pas. Non, mais en fait, ça questionne à partir du moment où j'ai fait la contribution pour laquelle je suis rémunéré, donc je suis productif. Est-ce que c'est la quantité de temps délivré ou voilà, est-ce que ça c'est vraiment important à partir du moment. Donc, je suis convaincue que par exemple les organisations avec de la culture du résultat, plus que peut-être de la présence ou du comment, permettent aussi de libérer des organisations du travail, parce qu'on va dire oui, ça c'est possible à partir du moment où le deal en fait il est rendu. Je monétise en fait une contribution que j'ai apportée. C'est en ça où je suis productif. Ça c'était la première chose. Et la deuxième, je pense que c'est une question. Le sujet derrière ça, c'est de l'équilibre. C'est jusqu'où on va dans la productivité versus justement les conditions, on va dire, sociales de son organisation. Et parfois, la compétitivité va nous pousser à vouloir être toujours plus productif, et les intérêts des collaborateurs ou des salariés peuvent être bafoués, en tout cas beaucoup plus difficiles. Voilà, le rythme d'heure, par exemple, etc. Et moi, je suis pas utopique. Je suis vraiment convaincue qu'on peut allier profitabilité et responsabilité sociale pour son organisation, j'en suis convaincue. Mais du coup, c'est parfois accepter de ne pas être le plus profitable ou le plus productif. Et là, ça questionne quand même le sujet de son environnement. Parce qu'en fait, même si un dirigeant a décidé de dire moi, en fait, ce qui va être important, c'est la manière dont je contribue, dont je fais la profitabilité, et donc ma responsabilité est tout aussi importante. Oui, mais est-ce que le marché sur lequel je suis le permet ? Parce que parfois, à lâcher la bataille, et c'est là où ça rejoint peut-être la question de tout à l'heure, de est-ce que c'est pas un projet de société? Faudrait-il pas un pacte de tout le monde pour se dire on va tous essayer de contribuer à ce monde meilleur? Parce que s'il y en a un qui décide de pas jouer le jeu et qui pousse à la compétitivité, et là en fait, il risque de mettre en difficulté les autres, parce que on peut aussi tout perdre à ne pas jouer dans cette course. Si on décide de ne plus jouer avec ces règles du jeu, et si du coup tout le monde nous passe devant, qu'est-ce que devient notre entreprise? Quels sont les risques? Que je perde tout, que j'ai à licencier. Et donc là, on voit bien que c'est encore plus catastrophique. Donc c'est là où je trouve c'est à la fois quelque chose qui est totalement possible, mais aussi conditionné avec les partenaires de jeu, en fait, dans l'environnement dans lequel on est. Et là, je sais que il y a aussi des expériences dans certains pays où on se dit tiens, est-ce qu'on ne ferait pas dans des industries, dans des secteurs, des pactes entre entreprises pour essayer de contribuer à changer les choses, parce que je pense qu'effectivement, il y a un moment, il faut aussi un entraînement par le groupe. Donc une des réponses possibles, c'est que finalement, la question de la productivité n'est plus qu'une question à trancher uniquement dans la tête d'un dirigeant seul. C'est-à-dire que finalement, on revient à cette question de comment on en parle et comment on le partage. Merci Théo de Sciences Po Toulouse pour cette très belle question. Ensuite, alors. Bonjour à tous. Pour ma part, je m'appelle Chiara Ciambellotti. Je suis également étudiante à Sciences Po Toulouse en 3e année. À Toulouse, oui, c'est vrai également. Que non, mais si, ça le fait quand même. Ouais. Mais bon, l'accent, je pense, il est plus italien que français. Alors là. Bon. Du coup, vous avez tous évoqué, j'ai l'impression, la question du télétravail et notamment sa corrélation avec la pandémie, le sujet de la nécessité de repenser une certaine organisation du travail. Et je me demandais comment garantir le lien relationnel, l'importance du lien relationnel dans la dimension du lien relationnel dans le travail, dans l'ère du numérique, ou en tout cas dans une organisation du travail qui semble de plus en plus envisager la question du télétravail comme solution. Mm-hmm. Qui souhaite répondre? Je veux bien. Vas-y, Fred. Ouais. C'est une excellente question parce que justement, ça nous permet cette période-là de télétravail. Alors déjà,
C'est que le télétravail, au début où c'est arrivé, il a fallu expliquer que c'était pas le travail devant la télé, parce que ça marche pas. Donc ça reste travaillé et ça reste quand même intensif, c'est-à-dire on se concentre et on avance, quoi. Et après, le fait de pouvoir justement télétravailler, alors à petite dose, c'est assez simple, c'est les périodes où on doit se concentrer de manière individuelle, parce que quand on travaille, il y a des moments où on est en groupe et des moments où on est tout seul. On a des tâches, on a un petit peu tout, hein, il faut faire les deux. Au début, quand on avait du télétravail par parcimonie, c'était assez simple. C'était les moments où on devait travailler un petit peu tout seul, où du coup, on pouvait s'isoler, on était au calme, et donc c'est bien, ça permet d'avancer vite, de pouvoir se concentrer. C'est pour ça que dans les salles d'examen, en général, on essaye de ne pas avoir trop de bruit, parce que quand on n'a pas de bruit, on se concentre mieux. Mais avec l'arrivée plus massive du télétravail, et en plus avec le remote only, est arrivé le fait que ces périodes-là à distance se retrouvent être les seuls moments de travail, et donc on perd un côté social du travail, non seulement être en groupe, mais aussi interagir de manière très informelle. Et en fait, alors vous êtes un peu jeune donc vous n'avez pas encore vécu notamment de départ d'entreprise. Quand on part d'une entreprise, moi ça m'est arrivé, donc du coup avant de fonder Blablacar, je suis parti de plusieurs endroits. Toujours le truc qui m'a le plus peiné, c'est jamais le sujet sur lequel je travaillais, c'était les gens avec qui je bossais. Je me disais, je vais plus les voir, ils sont sympas mes collègues quand même. Et en fait, ce qui rendait mon boulot super sympa, c'était les gens avec qui je le faisais. C'était pas tellement... Alors, le sujet, oui, on se dit, je fais quelque chose de bien. Enfin, j'ai choisi d'aller dans cette direction-là parce que je pense que aller travailler ensemble sur ce sujet-là, ça va faire progresser la société. Mais au-delà de ça, émotionnellement, ce qui nous retient à un travail, très souvent, c'est plutôt les gens avec qui on travaille plutôt que le sujet. C'est pas véritablement le domaine ou qui nous rend émotionnel. Il y a l'intellectuel qui se dit, oui, c'est bien de travailler sur ce domaine-là, et il y a l'émotionnel qui se dit, c'est bien de travailler avec ces gens-là. C'est un terrain de jeu social, en fait. Exactement. Et donc, du coup, avec le télétravail, de manière intensive, quand on se retrouve à être en fait tout seul à travailler sur un projet, on a enlevé la partie humaine, si on fait trop ça, de l'intérêt et du plaisir qu'on a à travailler avec des gens, à construire ensemble. Il y a ce côté... L'homme est quand même un animal grégaire, quoi. Il y a ce côté, on fait quelque chose ensemble, on remplit une mission ensemble, et ça crée des liens, et on est heureux d'interagir avec les autres. Donc en fait, je trouve que ça pose cette question du côté émotionnel et intellectuel dans un travail, intellectuel étant ce qu'on fait, émotionnel étant avec qui on le fait. Et ce avec qui on le fait et l'attachement qu'on a à ses collègues est extrêmement important, et c'est ça qui est challengé avec le télétravail massif. Laurent, et Mathilde, je suis désolée. Be my guest. Je suis totalement du coup d'accord avec ce qu'a dit Frédéric. Juste pour vous partager, en 2019, on avait mené avec Mazars une enquête sur la génération Z, puisqu'on recrute énormément de jeunes diplômés, donc voilà, devancer leurs attentes pour savoir ce qui ferait qu'ils auraient envie de nous rejoindre. C'est toujours intéressant. Les leviers de motivation, au même niveau que la rémunération, c'était l'ambiance de travail, et notamment l'aspect sociabilisation. Pourtant, les jeunes se font aussi plein d'amis en dehors, mais disons que ce qui va faire qu'ils vont rejoindre une organisation, c'est avant tout les gens qui vont rejoindre. Ces deux leviers étaient devant, avec vraiment un écart avec l'intérêt même du poste. C'est-à-dire, honnêtement, vous me demanderez, je pourrais faire ce que vous voulez, mais je veux juste travailler avec vous dans cette équipe et pour cette personne-là. Donc effectivement, on voit bien que l'enjeu des autres est extrêmement important. Après, ce que je voulais partager avec vous, c'est plutôt un étonnement que j'ai eu pendant la crise, c'est tout le temps, la question revenait de « mais comment on fait pour manager à distance ?» Comme s'il y avait un management physique et un management à distance. Et moi, je pense qu'on a pris conscience juste de ce que c'était le management et à quoi ça servait. Si je suis un peu provoque, je dirais que moi je trouvais que pendant de longues années, le management c'était un peu un attribut statutaire de réussite. Pardon, mais quand on monte verticalement dans l'organisation, à un moment on va nous remettre une équipe. Combien de fois j'ai assisté à des concours de qui a la plus grosse équipe, pardon. Mais c'est vrai, en mode je suis très placée dans la hiérarchie. Si moi j'ai 300, 400, 500 personnes, t'as une équipe de 10 personnes. C'était vraiment, je caricature, mais bon, je suis encore une fois un peu provoque, mais la voiture, l'assistant, la voiture de fonction, le bureau, l'équipe. Et donc jamais on a questionné le rôle, en fait, à quoi ça servait. D'ailleurs, les managers n'avaient pas de temps pour manager.
ils avaient un rôle de production aussi, et accessoirement des gens qui leur reportaient. Et en fait, les équipes produisaient pour le manager qui ensuite pouvait remonter. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, on questionne, ou alors c'est peut-être, enfin on questionne, où là on voit justement une des conséquences de la transformation du travail, c'est que ça on n'en a plus besoin, peut-être qu'on en avait besoin dans les usines aussi à l'époque, où il fallait partager les directives et puis tout était extrêmement, on va faire découper. Je pense qu'aujourd'hui justement, le fait d'être dans une économie des savoirs, de dire qu'on doit organiser les choses et aussi se rendre compte que ces besoins émotionnels et ce relationnel est extrêmement important pour créer de la valeur ajoutée, parce qu'en fait si on n'est pas émotionnellement bien, et en fait on n'est pas du tout productif, et du coup d'où l'importance aujourd'hui de ce rôle, et ça a été beaucoup questionné, et je pense qu'effectivement on s'est rendu compte qu'on n'y était pas pendant la crise, parce qu'en fait du coup dès que le manager était plus là physiquement, je caricature, mais dans beaucoup d'organisations on disait mais en fait qu'est-ce que je fais, alors entre ceux qui surcontrôlaient et qui harcelaient leurs équipes toutes les 5 minutes en mode t'en es où, donc on se dit où est la confiance, ceux qui donnaient pas de cadre, qui ne créait pas les conditions du groupe. Donc moi, on m'a appelé en me disant, mais est-ce que c'est vraiment au manager d'animer des ateliers, des petits apéros virtuels? Je dis, en fait, je pense que c'est au manager aussi de contribuer, ou en tout cas de créer le cadre qui fait qu'on a des relations interpersonnelles peut-être plus informelles pour créer justement les conditions de travail. Donc voilà, c'était juste là-dessus, c'était au-delà des interactions individuelles qui sont importantes dans le travail, il y a aussi le questionnement de, mais en fait, quelle est la mission du manager? À quoi il sert? Et on est vraiment en train de positionner le management sur des experts, des relations interpersonnelles. Je vais créer en fait les conditions humaines nécessaires pour que ça fonctionne et que ça puisse... Alors j'aime ce panel parce que à chaque question, les 4 participants ont une vraie réponse. Andrea et Stéphane. Yeah, I'm slightly in disagreement with Mathilde here. I hope you do not get upset with me. Is it really on the manager's role? Let's think this through. Why do people come together in the first place? Why do come together? What is the condition for somebody to get together? They have a common interest. They have a common theme. They enjoy some of the same things. Well, one manager who has 10 people, 20 people, 300 people, he or she might have something in common with some people, but not with all of them. So I believe if I got the question right, which I might not have, but if the question is how do we make sure the relationships are still continue to be built within virtual setup, then I think there is an opportunity for us to be intentional around identifying what do people have in common and creating forums for them to meet online. Like, for example, there are some people in the room here who like tasting some good wine from time to time. Let's get together and have a wine tasting Zoom call or whatever it is, and we bring our wine and we share what we drink and why we like it, and then they come together like that, right? Or let's talk about parents that struggle with parenting because they have to be on Zoom call and the 3-year-old is like having other plans for mama today. So let's then come together and see how do we find solutions to this parenting situation working online. Or let's say we enjoy a good run or a good nature in the park. Wonderful, let's get together, we walk, we take some pictures, and then we share. So I think if we are intentional about coming together for something we share and we have in common, regardless of the environment being that physical or virtual, we will come together. And it's within everybody, not within the manager, because the manager, bless him, has so much things to do. I think he would need some help from the team members to organize themselves like that. My 2 cents. Thank you for the 2 cents. Stéphane, your 2 cents. Pardon? Non, vas-y, t'es dessous à la musique. Ok. En fait, ça va être une déformation professionnelle parce qu'en fait, on fait des films avec des trains qui arrivent en retard. C'est quand ça ne fonctionne pas que le sujet devient intéressant. Et en fait, on entend très, très légitimement des témoignages d'histoires verticales entre le manager et les N-1 sur comment gérer son équipe. Et spontanément, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la relation horizontale. Non pas le manager avec les 300 personnes qu'il a en dessous de lui, si on peut dire comme ça, mais le N-1 en connexion avec les 299 autres.
Et en fait, dans ce télétravail, si je ne doute pas un quart de seconde qu'on peut évidemment faire tourner une entreprise, peut-être pas uniquement en télétravail, mais aussi en télétravail, j'en doute pas, je pense que c'est tout à fait faisable, avec de l'intelligence, faire attention à ces équipes comme on doit le faire en présentiel. Que deviennent tous les espaces creux, dits vides, à la machine à café, où on peut voir des choses, où, je dis n'importe quoi, où on est au lavabo et puis on voit que quelqu'un se remaquille après avoir séché des larmes. Je dis évidemment n'importe quoi, mais ça peut exister. Et de se dire, mais ce qui est impossible très spontanément en distanciel, en virtuel, c'est dire, mais tu sais, tout à l'heure j'ai vu Catherine à la machine à café, j'ai l'impression qu'elle va pas bien, quoi. Parce que quand on a coupé la relation vidéo d'une réunion, et c'est évidemment pas généralement dans le cadre de la réunion qu'on va craquer ou qu'on va témoigner d'une fragilité, où ces endroits-là vont pouvoir être observables par les autres autour. Déjà, en sachant que même quand on est en présentiel, il n'est pas toujours simple de les voir parce qu'on n'a pas forcément le temps. Des fois, on n'ose pas le voir, il y a du déni, mais il y a quand même potentiellement des moments où on peut l'observer. Et la question, c'est une question que je pose, je ne travaille pas en entreprise, dans ce type d'entreprise, mais je me dis, mais mécaniquement, ça va être des espaces, des temps manquants pour ça, pour cet espace de lien entre les individus. Last but not least, votre question. Alors, on va faire une chose, on vous donne une règle du jeu, mes panélistes. On prend votre question, on y répond en 5 minutes et on gardera 2 questions de la salle à ce moment-là. D'accord ? Merci. Bonjour, moi je m'appelle Alexandra et je suis élève ingénieur à Centrale Lille. Et je voulais rebondir sur un point dont vous avez parlé, M. Frédéric Mazella, c'est les freins du recrutement classique, de l'offre d'emploi, où vous mettez une offre d'emploi et en fait, vous oubliez une partie de ce que l'individu va apporter à l'entreprise. Et donc je voulais savoir si vous pensiez qu'on pouvait repenser le recrutement et quelles seraient les nouvelles manières de recruter alors. En fait, la moitié de la réponse, justement, elle est chez le candidat et l'attitude du candidat. Elle n'est pas uniquement du côté de l'employeur. Donc peut-être je me suis mal exprimé tout à l'heure en le disant. Mais ce que je voulais dire, c'est que trouver le bon emploi, dans le sens la bonne activité qu'on a envie de faire, est aussi en très très grande partie de la responsabilité de nous en tant qu'individus et donc en tant que candidats. Il ne s'agit pas d'être dans un mode juste de réaction par rapport à des offres d'emploi qu'on lit. Il s'agit aussi de rechercher ce qu'on a envie de faire. C'est cette résonance-là qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas croire que justement c'est l'employeur qui va tout faire et qui va changer ses méthodes de recrutement. Non, l'employeur il décrit du mieux qu'il peut ce qu'il va attendre de la personne qui va rejoindre ses équipes. Et l'autre partie, c'est au candidat de faire l'autre moitié du chemin, de savoir ce qu'il a envie de faire. Je vais vous donner un exemple. Il se trouve que moi, j'adore la physique. J'ai fait beaucoup de physique du coup à Normal Sup. Et puis, alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est toujours un truc qui m'échappe. Tous les cursus de physique, sauf quand on arrive à un très très haut niveau, justement comme à Normal Sup, tous les cursus de physique incluent aussi de la chimie. En fait, de la physique-chimie. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'adore la physique, mais en fait, j'aime pas trop la chimie. Et donc, quand j'ai commencé à écrire des CV pour des recrutements, j'avais des employeurs qui m'appelaient, qui me proposaient de faire de la chimie. Je disais, mais j'aime pas la chimie, en fait. Et un jour, il y en a un qui me dit, bah oui, mettez pas chimie sur votre CV, alors. Je dis, ouais, c'est vrai, ça. Ben non, mais c'est vrai, parce que, en fait, ça veut dire que le CV, c'est pas juste ce qu'on a fait. En fait, le CV, c'est pas un outil qui nous fait regarder derrière, c'est un outil qui doit nous faire regarder devant. Donc en fait, il faut écrire sur son CV, pas ce qu'on a fait, mais ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît. Parce que si vous mettez sur votre CV que des trucs que vous n'aimez pas faire, on va vous proposer un truc que vous n'aimez pas faire. On va dire, vous savez bien le faire. Bah oui, je sais bien le faire, mais j'aime pas ça. Voilà. C'est une réponse fondamentale parce qu'on parlait de Charles Handy tout à l'heure, à la question de le monde d'avant. Le monde d'avant, c'était un monde où on vous disait ce que vous alliez faire. C'est-à-dire, vous entrez dans l'entreprise et on vous dicte, si je puis dire, ce que vous devez faire.
Le monde d'aujourd'hui est un monde différent, c'est-à-dire qu'on va vous embaucher pour ce que vous avez choisi de faire, ce qui est très très différent comme logique. Donc plutôt que d'essayer de coller à un standard, je vois les conseils qu'on donne dans les écoles sur comment faire un CV, une lettre de motivation, etc. Et moi personnellement je dis mais je ne recrute plus au CV ou à la lettre de motivation, je regardais le profil LinkedIn, des choses comme ça. Donc en fait l'idée c'est vraiment fondamental, ça. On est passé d'un monde où l'employeur avait la responsabilité et de la maintenance de la compétence de la personne et de ce que la personne allait faire, la description de la tâche, à un monde où vous allez être beaucoup plus dans le driver's seat, plus dans les éléments de décision sur comment vous projetez ce que vous voulez faire, l'expression du besoin dont on parlait tout à l'heure. Dac, ça va comme réponse? Je peux poser des questions à la salle, ça peut aller ou ça vous va? Je voulais juste savoir si ouais. Chez Mazars, il y avait de nouvelles, enfin, on recrutait autrement. De nouvelles manières, vous voulez dire? De nouvelles manières. Mathilde. Le problème, c'est que je ne veux pas monopoliser la parole. Vas-y. Non, mais le recrutement a beaucoup évolué. Ça, c'est une des conséquences, je pense aussi, de la révolution numérique, de nos schémas de consommation, comme chacun. Si aujourd'hui, on n'aborde pas le recrutement, moi, je vends une organisation, comme certains pourraient vendre un produit. Je vais utiliser des notions de marketing, de segmentation de population, qui j'aimerais voir rejoindre mon organisation. Et ces personnes-là, quels sont leurs besoins, comment elles consomment, comment elles se comportent, c'est quoi leurs usages. Donc c'est aussi connaître, donc je vous parlais tout à l'heure de connaître les jeunes. Bah oui, si moi je veux recruter des jeunes, est-ce que je sais aujourd'hui ce qui vous donnerait envie de me rejoindre? Donc déjà, ça c'est très très différent de se dire je vais m'intéresser aux gens. C'est pas eux qui doivent connaître tout sur moi, c'est moi qui dois connaître la plupart des choses sur vous pour vous donner envie et essayer de créer un environnement qui vous donne envie d'arriver. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le process de recrutement aujourd'hui. En fait, il est vu comme, pour moi, beaucoup inspiré de e-commerce. Je vais aller acheter quelque chose sur un site. Je vais avoir une visibilité sur où en est ma commande. Comme je peux voir mon suivi de Colissimo, je vais avoir des recommandations. On va tous sur TripAdvisor, La Fourchette. Et en fait, sans s'en rendre compte, tout ça est rentré aussi dans nos usages pour chercher de l'emploi. Donc, si je ne pense pas mon site carrière où je mets mes offres d'emploi comme un site de e-commerce où je vais vous permettre de venir découvrir l'organisation, comment sont les gens, à quoi ça ressemble. C'est pas de la démagogie, c'est-à-dire que c'est un moment, aujourd'hui, on consomme tous comme ça. Et je dis pas qu'on consomme l'entreprise, c'est pas du tout ça. Mais je dirais nos usages et nos comportements fait qu'on s'attend en termes de modernité, en termes d'ergonomie, en termes de personnalisation de l'expérience, exactement la même chose. Donc déjà, ça nécessite vraiment une façon de voir le recrutement extrêmement différente, avec du coup des outils. Aujourd'hui, on fait du marketing, du sponsoring, mais aussi, alors je vous rassure, il n'y a pas que de la technologie. Je suis convaincue que le recrutement reste une rencontre d'humain à humain, mais il y a un certain nombre de choses aujourd'hui, en amont, en aval, qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir capter les bons candidats. Et ensuite, je finirai sur, oui, moi, je veux recruter des gens qui vont venir me challenger. Alors peut-être que chez Mazars, c'est vrai qu'on est une organisation qui se transmet de génération en génération. C'est vraiment, en général, on rentre, alors on espère qu'on va faire tout son parcours, mais en tout cas, nos associés, c'est une entreprise où on est intégralement détenu par nous-mêmes, par nos associés, qui vont transmettre de génération en génération l'entreprise. Et donc, du coup, tous les gens que je recrute, c'est potentiellement les futurs dirigeants et les associés de demain. Donc, faut pas se tromper, mais surtout si c'est les futurs dirigeants, c'est donc on veut aussi des pouvoirs, des convictions, des initiatives, des pouvoirs, une capacité à créer. On a envie qu'ils créent, qu'ils bâtissent l'entreprise dans laquelle ils auront envie de rester toute leur vie, de se projeter. Donc là, ça nécessite vraiment de recruter sur d'autres aspects, les soft skills, le savoir-être, bien sûr aussi des savoir-faire, mais c'est beaucoup de comportemental, de valeurs, de projets d'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de recruter parce que c'est pas sur un CV qu'on peut voir tout ça. Et donc, il y a énormément d'innovations aujourd'hui qui arrivent pour nous aider en tant qu'être humain, parce que nous aussi, on a nos biais, à prendre des meilleures décisions, à détecter plus rapidement les personnalités qui vont pouvoir correspondre dans notre organisation, etc. etc. Et je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter trop longtemps. Bon, Alexandra a ruiné l'idée que de toute façon, je pourrais vous poser une question ou encoder quelques questions du public. C'est pas grave. Vous la chopez avant qu'elle sorte et vous réglez le truc. Stéphane, du coup, tu as la conclusion. De tout ? Non, ce que je voulais faire, une très brève. Au début, je me dis, quand j'ai entendu votre question, je dis ça sort de ma zone de compétence. Et puis en fait, en écoutant, je me suis dit, tiens, je vais dire quelque chose. C'était que ce dont on parle là, on parle d'emploi
de haut niveau, en fait. On parle de gens qui, globalement, tous ceux qui sont dans cette salle, nous avons le choix, c'est un certain niveau de pouvoir, un certain niveau intellectuel, un certain niveau du monde du travail. Et c'est très bien. Et il n'y a pas que des dirigeants dans les entreprises, il y a aussi des postes. Est-ce qu'on attende des dirigeants, effectivement, ce dont vous parlez, Frédéric, Mathilde, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, d'être ouvert sur une intelligence qui arrive? Je trouve ça, c'est formidable qu'on aille vers ça beaucoup plus que par le passé. C'est formidable. Est-ce que c'est ce qui est aussi demandé à d'autres endroits de l'échelle? Je ne suis pas assez impliqué dans le monde de l'entreprise pour pouvoir répondre de manière précise juste à cette question. Mais en tout cas, je pense que cette chose-là qui est très vertueuse, très intéressante, devrait évidemment irriguer l'ensemble de l'entreprise. Est-ce que c'est le cas? Je ne vais pas faire un procès d'intention en répondant non, parce que je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui serait certainement extrêmement profitable pour l'ensemble de l'entreprise et du vivre ensemble et pour chacun des salariés. J'ai quelques remerciements à faire. On n'a jamais aussi bien compris le roumain que cet après-midi, Andrea. Formidable. Un grand merci. Bravo, Andrea. Frédéric, il a écrit un MBA à 19 €. Vous imaginez, ça s'appelle Mission Blablacar. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'aventure, sur aussi la pensée d'un vrai dirigeant, quelqu'un qui participe à la société. On a eu l'occasion de partager ça, y compris à la radio. Bien évidemment, allez voir et revoir d'ailleurs les films de Stéphane, Un autre monde et le dernier. Si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille de les voir dans l'ordre, c'est-à-dire de commencer par La loi du marché, de voir En guerre ensuite et de voir Un autre monde, parce que d'ailleurs les films, quelque part, ont certaines formes de continuité, voulues ou pas voulues. Et puis, bien évidemment, vous êtes tous invités à postuler chez Mazars, parce que quand même, réellement, avec une DRH comme ça, qui n'a pas envie de travailler chez Mazars? Par la chaleur de vos applaudissements, j'aimerais que vous remerciez ce formidable panel. Bravo. Merci. Et surtout, ce qui est l'essence de cette Cité de la Réussite, les formidables étudiants qui ont préparé ce panel avec moi. Merci beaucoup.